Maintenant, il restait encore quand même quelques petites choses à faire avant de finir cette salle de bain. Et là, on a reçu le sèche-serviette. Donc ça va être le moment d'installer le sèche-serviette. Je l'ai juste ouvert, je ne l'ai pas encore regardé. On va pouvoir le voir ensemble. Enfin, s'il est dans le bon sens, il est dans le bon sens. Voilà le sèche-serviette qui va être installé sur le mur ici. Plutôt, on va dire, esthétiquement classique. On voulait pas partir dans d'autres choses encore colorées ou un peu différents parce que fallait pas non plus gâcher l'esprit du carrelage un peu floral. Donc on est sur un sèche-serviette. Juste la petite chose qui a de différent, c'est qu'il est pivotant. Donc ici, on a une grosse barre de maintien qui va être fixée au mur, qui va nous permettre de faire pivoter le sèche-serviette. Tu vois, par exemple, pour aller mettre les serviettes, tu pourras l'ouvrir et poser ta serviette et le refermer. Donc c'est pour ça qu'il était important, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais intégré des cales dans mon Vedi au point de fixation du sèche-serviette. Maintenant, ça va être le grand moment à voir si je ne me suis pas trompé, si j'ai mis mes cales au bon endroit. Si je les ai mis au mauvais endroit, ça ne va pas le faire du tout, parce que ça ne tiendra pas que juste dans le carrelage et dans le Vedi. Donc écoute, on va partir là-dessus. On va prendre la notice qui nous explique où il faut faire les trous pour faire ça bien, correctement et être en sécurité une fois que le sèche-serviette sera fixé. Donc c'est parti, on se lance là-dessus. Et là, je suis content. J'ai fait un test avec une vis. J'ai bien mon bois derrière. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je peux faire tous mes autres trous en toute sérénité. Dessus, il me reste encore une barre à mettre, tu sais, pour pouvoir le maintenir, pour pas qu'il pivote comme ça. Je suis content, ça tient super bien, donc les cales étaient au bon endroit, donc ça c'est cool. Maintenant je vais mettre ma petite traverse avec un aimant dessus, je vais te montrer ça. Et là en fait tu vois on a un aimant, enfin on a une petite butée ici, on a un emplacement pour le mettre là, comme ça vient bien se prendre entre les deux. Je vais tracer ça, je vais me mettre de niveau. Et puis on va pouvoir, je vais pouvoir la percer. Ici là, j'ai pas fait de cale, mais j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir mettre une cheville. Ça c'est juste une histoire d'aimant, ça maintient aucun poids. Donc pas besoin d'avoir un super renfort derrière. Donc je m'occupe de ça. Je le trace, je le perce. On refait pareil. La meuleuse, cheville de 6. Hop, vis. Et ça sera nickel. Bon ben voilà, sèche-serviette mis en place, installation très facile, plutôt rapide. Je suis content, je suis dans mes cales, c'est ce qui compte. Donc tu vois, même en l'ouvrant, ça ne bouge pas, la fixation fait bien son job et la cloison, elle bouge pas d'un poil non plus. Donc ça c'est cool, il me restera plus qu'à mettre, tu l'as vu,
une sortie de câble que j'ai pas, que j'ai oublié de prendre. Donc j'irai chercher une sortie de câble, je l'installerai et comme ça on aura une finition qui sera nickel. Donc j'ai laissé largement assez de câble pour qu'on puisse l'ouvrir complètement. Ce qui est bien, c'est qu'il a une butée, donc il n'ira jamais toucher le mur. Tu vois, il est ouvert au max. Et quand tu viens le remettre, tu as l'aimant qui fait son boulot. Mais même si sincèrement, je pense pas qu'il va être ouvert souvent, parce qu'en fait, quand tu regardes, tu as largement la place ici pour venir mettre tes serviettes. Bah écoute, c'était un petit plus. Maintenant, je le saurai. Je sais que c'est pas forcément nécessaire de l'avoir en pivotant. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va arriver à quelque chose où tout le monde se posait la question. Tout le monde se disait, mais il va pas en mettre, il est fou. C'est une salle de bain, il en faut absolument une. Mais oui, la VMC. Je vais installer une petite VMC hygrométrique. Je vais la chercher et je te montre ça tout de suite. Donc, ça y est, on vient à l'étape de la VMC. Il y en a qui vont être contents. Donc, moi, j'ai choisi comme VMC. Je suis parti chez Atlantic avec la Continue Curve Confort 100 HY. Donc, HY qui veut dire hygro. Donc, c'est une VMC qui, si je me rappelle bien, va tourner tout le temps à une vitesse archi minimum. Et lorsqu'il va y avoir un taux d'humidité qui sera réglé préalablement, en fait, le taux d'humidité de la pièce, elle va se remettre en route plus fort. En fait, dès qu'il y aura beaucoup d'humidité, elle va se mettre en route plus fort. Pourquoi je suis parti sur une VMC qui tourne continuellement? Parce qu'on est dans une pièce fermée, il n'y a pas de fenêtre. Donc voilà, il faut vraiment que l'humidité, il ne faut pas qu'elle reste. Là, tu vois, on a permis aux filles de prendre juste une douche chacune. C'est tout, parce que je veux pas qu'on commence à remplir la pièce d'humidité et qu'il n'y ait rien pour l'extraire. Je trouve que c'est assez important. L'installation, tu sais, d'une VMC, c'est assez simple. Donc, on va déballer ça ensemble. Ici, on a une gaine 200 et là, on a une augmentation 125 parce que je vais faire une sortie en toiture parce que j'ai le toit qui est juste au-dessus et du coup, il sort en 125, donc il me fallait une pièce de raccordement. Donc, la VMC va se situer dans le coin ici. Voilà pourquoi je ne l'ai pas installé avant, tout simplement parce que ça m'aurait embêté pour mettre tous mes panneaux de douche. Si je l'avais, déjà que ça passait pile poil, si j'avais ça, ça m'aurait embêté à la poser. Donc là, j'ai déjà prévu mon alimentation électrique qui est dans le coin là-bas. Là, j'ai plus que tout simplement à venir faire le trou, l'installer, raccorder électriquement. Et après, je raccorderai ça au tableau électrique. Donc voilà pour la VMC. Bon allez, maintenant il est temps d'aller sur le toit pour aller installer ceci. Donc ça c'est une sortie de toiture, un petit champignon pour pas que l'eau elle rentre dedans. Et ici, tu viens rentrer directement ta gaine ou alors ta réduction. Donc là, va falloir que je monte là-bas. Tu vois, on va tomber en dessous pompe à chaleur. Et du coup, j'ai une échelle assez haute. Donc je vais faire un système qu'il ne faut surtout pas que tu reproduises chez toi. Je le fais en mon âme et en conscience. Je l'ai déjà fait une fois pour aller installer le capot de chez DecoClim. Ça a marché, mais personnellement, ne le fais pas. C'est un peu dangereux. Donc j'installe ça et puis c'est parti. Bon ben voilà, ça fut assez rapide. Tu vois, c'est installé. Au final, je me suis mis au niveau du mur, c'était quand même mieux. Sinon, ça me faisait trop couder ma gaine, j'aimais pas trop ça. Donc là, c'est installé. J'ai fait remonter un petit peu mon plomb comme ça pour pas que l'eau elle passe ici. Sachant que tu vois ici, là, on est comme ça. Donc on a la pluie, elle tape moins ici. Donc en fait, là, tu vois, t'as même pas de zinc qui repasse par-dessus la tuile, ça passe là. Et ici, tu as un petit recouvrement comme ça qui fait que l'eau, en fait, elle coule jusqu'en bas. Donc en fin de compte, là, c'est bon, on est pas mal. Je vais pas faire trop n'importe quoi, on va essayer de rester le moins longtemps possible sur le toit. Donc maintenant, j'ai plus qu'à redescendre de ça, ma tuile et demie. Et puis c'est tout bon. Donc écoute, je descends ça. Regarde, tu vois.
Là ici j'ai retiré des tuiles pour pouvoir me tenir parce que nous, par chez nous dans le Grand Est, les toits ils sont assez pentus pour la neige quand il neige, etc. Qu'il n'y ait pas trop de poids qui reste dessus. Donc c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir marcher sur un toit par chez nous sans échelle. Là j'avais pas d'échelle plate, donc comme ça en bord de toit ça va, j'ai retiré des tuiles et j'arrive à monter. Donc allez, c'est tout bon, je descends tout mon matos et on n'en parle plus. Bon allez, ça y est, c'est parti pour la dernière étape de cette salle de bain. Comme tu as vu, les plaintes sont mises, tous les joints sont faits. Donc joint dessous de plainte et dessus aussi, ça c'est top. Tu vois, on est sur des beaux angles, bien parfaits, à 45, ça fait vraiment un résultat beaucoup plus beau. Comme je t'ai dit, il faudra que je réfléchisse peut-être pour le dessus de la plainte, à voir si on l'a peint ou non, parce que tu vois, ça fait un peu bizarre, je trouve. Bon, rien de bien méchant, on va dire. Mais il faudra que je m'y attelle. Donc là, il restait encore une seule étape. J'attendais d'avoir le joint pour le faire. Là, je l'ai reçu. Le problème, tu vois, je ne le savais pas. J'aurais dû le prendre en compte. VPI, ils font pas le joint époxy couleur silex. Ils font couleur acier. Donc si tu vois, c'est pas bien méchant, mais c'est un tout petit poil plus foncé. Donc écoute, je vais le mettre, je vais regarder ce que ça donne. S'il faut, eh ben, j'essaierai de le peindre aussi, de la même couleur que le joint, histoire que ça ne ressorte pas trop, mais je pense pas que ça soit bien méchant. Mais ça, on verra le résultat du coup après. Donc moi, je vais t'expliquer du coup comment on fait un joint époxy. Donc là, on part sur le joint époxy, le Platinium de chez VPI. Donc le joint époxy, ça se passe comment? C'est encore une fois un bicomposant. Donc tu as deux parties, tu as un liquide et tu as une autre partie là, tu vois, ça fait un peu une pâte en fait. Donc il faut mélanger les deux pour avoir le joint époxy. Donc là, tu te doutes bien, je ne vais pas tout mélanger. Ça va en faire 15 fois, 30 fois trop. Je vais prendre mes petites mesures pour faire le joint vraiment à la consistance idéale et surtout au mélange préconisé. Mais avant de faire ça, on va mettre un adhésif et là, on va partir sur le Tesa, celui-ci, tu vois, qui est très très bien. Et on va le mettre le long, on va s'arrêter à fleur, tu vois, du carrelage. Donc je le mets en place et après je te montre du coup comment faire le joint, comment le travailler et tu verras, ça se fait en plusieurs étapes. Donc c'est parti, je me lance là-dessus. Donc voilà, ça y est, mon petit mélange est fait. Tu vois, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'ai respecté mes dosages. Donc j'ai fait mon petit calcul. On a 4,7 kg de composants A et 0,3 de composants B. Donc j'ai fait mes petits calculs et j'ai trouvé la formule. C'était dur. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler. Le scotch, comme je t'ai dit, c'est pour éviter d'en mettre partout sur le carrelage et d'avoir du mal à le retirer. Donc là, je vais étaler dedans mon joint. Je vais bien le bourrer. Et ensuite, je vais commencer à lui donner une petite forme. Mais ça sera la première étape. Donc, je le mets en place, je lui donne une forme. Ensuite, je le laisse sécher. Et demain, je passerai à la dernière étape et je te montrerai comment on fait. Bon, ça y est, tu vois, le joint est mis. Donc comme je te dis, c'est simplement préformé. Donc je suis pas allé, faut pas chercher tout de suite un résultat magnifique. Tu vois, tu le poses comme ça. Là, c'est pareil ici. Ici, on est vraiment pas mal. On a déjà une belle finition. Et là, on va le laisser sécher. Et on va attendre demain. Donc on se retrouve demain. Pas pour toi, pour moi, demain. Pour toi, tout de suite. Bon, ça y est, c'est le surlendemain, donc 2 jours après. Là, je suis certain que mes joints sont bien secs. C'est bien dur. Là, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va pouvoir travailler la finition du joint. Et je vais te montrer comment on fait. Mais tout d'abord, on va pouvoir retirer les adhésifs.
Comme je te disais, là on va limiter le temps de travail pour finaliser ce petit joint parce que j'ai rien du tout sur le carrelage. Donc tu vois, je vais pas m'embêter à le gratter, etc. Donc là, pour du coup traiter le joint, et bien ce qu'on va faire, on va utiliser ces petites cales diamantées que je t'ai déjà montré. Tu sais, ça c'est des petites cales pour faire les finitions sur le carrelage après tes coupes et avoir des belles coupes bien propres quand elles sont visibles. Donc là on est sur du grain de 200 et grâce à ces petites cales, je vais pouvoir venir, tu vois, travailler mon joint et venir en fait le poncer tout simplement, tranquillement, et lui donner la forme que je veux. Donc on va essayer de partir sur un petit arrondi. Je pense que ça sera pas mal et on arrivera à faire quelque chose de propre. Donc là je vais me lancer là-dessus et on va voir le résultat que ça donne. Bon bah ça y est, la salle de bain est terminée. Tu as vu les joints, le rendu est top. Donc pourquoi joint époxy et non joint classique? C'est parce qu'en fait il te faut un joint qui soit assez concentré, assez dur. En fait un joint classique il n'est pas très dur et là il nous faut un joint qui vienne en fait si tu veux protéger ton angle en cas de choc. Comme là il n'y a pas de profilé, le profilé ne pourra pas encaisser le choc. Tu viens mettre je sais pas un coup d'aspirateur ou tu bouges quelque chose et tu tapes dans l'angle. Et ben pour protéger l'angle de ton carrelage tu viens faire un joint époxy qui lui est beaucoup plus dur et du coup ne cassera pas et maintiendra ton angle en place pour éviter que lui il casse. Donc je suis content, il est un petit chouïa plus foncé, mais c'est pas bien méchant. Enfin moi je trouve que de loin tu vois c'est rien de choquant. J'ai fait aussi celui-ci mais tu te rendras pas très compte parce que il n'y a pas énormément de lumière au niveau du passage. Mais on a enfin une salle de bain de terminée et ça fait plaisir. On va se retrouver dans un instant pour pouvoir faire la fin de cette salle de bain.
salle de bain est enfin terminée. Le résultat est juste incroyable. Sincèrement, nous, on kiffe vraiment. Les filles sont super contentes parce qu'il faut savoir que ça fait maintenant une paire de semaines qu'elles l'utilisent. Il restait quelques petites finitions à faire, mais ça n'empêchait pas pour elles de pouvoir se servir de la salle de bain en tant que telle. Tout le plus important était fait, donc ça ne posait aucun souci. Donc maintenant que le projet est terminé, c'est vraiment celui sur lequel on m'a le plus demandé en fait un peu le prix de chaque chose. Parce que oui, on arrive sur une pièce qui coûte cher. Donc forcément, vous vous demandez, mais combien coûte le meuble, combien coûte le carrelage, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que mettre des panneaux VEDI c'est plus ou moins cher que de mettre une plaque de plâtre plus une étanchéité. Toutes ces petites questions-là, je vais essayer d'y répondre maintenant. Et c'est normal que vous vous posiez la question, à savoir si vaut mieux partir sur tel produit ou autre. Maintenant, il faut savoir une chose, la salle de bain est la pièce la plus chère de la maison. Si tu prends un ratio au mètre carré, c'est la pièce qui te coûtera le plus cher. Après la salle de bain, tu as la cuisine. Ces deux pièces-là sont vraiment les deux gros budgets à prévoir lors de l'achat de votre maison. Que vous fassiez construire ou que vous fassiez rénover, c'est des budgets à ne pas laisser de côté. Alors effectivement, on peut faire à différents budgets. Tout dépend le niveau de qualité de produit que tu vas mettre dans cette salle de bain. Ça dépend voilà, de beaucoup de choses. Et là, je vais essayer de te l'expliquer maintenant parce que je pense que c'est important de vous le dire. Donc déjà, je vais m'installer et en m'installant, je vais te montrer que la plaque de plâtre Solidrock, ça tient le coup. Parce que là, je suis sur un meuble suspendu qui, tous les éléments plus la vasque pèsent un gros poids. Et déjà, je suis en train de te montrer que oui, je mets une plaque de plâtre qui coûte peut-être, qui coûte à peu près 3 fois plus cher qu'une plaque de plâtre classique. Mais là, je suis en train de te montrer pourquoi je fais ça, sans avoir fait aucun renfort derrière en plaque de bois, comme on peut le voir assez souvent chez de nombreux particuliers ou artisans qui font ça. Là, je suis sûr et certain que dans le temps, ça ne bougera pas. Si tu te rappelles bien, en plus de la plaque de plâtre Solidrock de chez Signat, j'ai tout le système de raillage Duofix de chez Geberit qui est derrière et qui te rapporte encore un maintien supplémentaire. Bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà, c'est aussi pour te montrer pourquoi tu vas peut-être te dire à la fin de cette vidéo « Ah oui, effectivement, il nous montre des belles choses, mais ça se comprend vu le prix. » Alors avec moins cher, effectivement, on peut faire aussi bien. Maintenant, c'est les goûts, les couleurs et la qualité des produits, encore une fois. Moi, si je te montre des choses comme ça, c'est vrai que je te montre des beaux produits, alors que ce soit là ou dans le reste de la rénovation de la maison, hein. Mais c'est parce que j'estime que je veux essayer de faire les choses du premier coup. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, attention. Ne faites pas de mon cas une généralité. Il y a des gens qui vont acheter leur première acquisition et qui vont vouloir vite habiter dedans, qui n'auront pas forcément les moyens de mettre des choses top qualité et qui peut-être aussi préfèrent tout simplement, plutôt que de mettre le budget dans leur maison, ils préfèrent mettre le budget dans les vacances ou dans les loisirs ou autres. Moi personnellement, j'ai pas de loisirs. Moi, mon loisir, c'est mon travail. Et mon travail, je le fais la semaine et le week-end. Donc moi, je préfère privilégier la qualité de ma maison. On peut aussi mettre de la meilleure qualité du fait qu'on ne paye pas la main d'œuvre parce qu'on le fait nous-mêmes. Et si toi tu me regardes, je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles tu me regardes, c'est pour faire toi-même. Et quand on fait soi-même, c'est évidemment pour soi parce qu'on va être content à la fin de faire ce projet-là, de vivre dedans et de le regarder tous les jours et de se dire « ouais, c'est moi qui l'ai fait ». Et en même temps de vous dire ça, ça vous permet aussi vous d'économiser sur la main d'œuvre. D'un artisan, je suis moi-même artisan. La main d'œuvre, c'est un très gros budget. Donc si on économise cette main d'œuvre là, et bien forcément, on va pouvoir mettre un peu plus dans la qualité. Et il y a aussi d'autres types de personnes qui peuvent se permettre de faire les deux. Et c'est très bien parce que nous, ça nous fait travailler. Et en plus de nous faire travailler, ça nous fait faire des beaux projets. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je fais vraiment des beaux projets. Et ça, j'en suis content. Je suis vraiment fier des projets que je fais. Donc, on va arriver sur le petit détail. J'ai pris mes petites notes parce qu'il y a énormément de choses sur le tarif d'un peu tous les produits. Alors, il y a des choses où il y a 2-3 trucs, j'ai fait du global. On va commencer par les panneaux de VEDI. Donc, les panneaux de VEDI, c'est ce qui te permet de faire ton étanchéité en même temps que ton doublage. Donc, ça, c'est une grosse chose. Ça nous fait gagner énormément de temps.
Donc sache que tu retrouveras en description de vidéo tous les produits et tous les liens pour t'amener vers l'achat de ces produits. J'ai pris des liens, les premiers liens que j'ai trouvés sur internet. Donc tu vas avoir différents prix. Je ne me suis pas cassé la tête à prendre au moins cher. J'ai pris le premier qui venait. Tu trouveras certainement des prix différents. Donc on commence par les panneaux Vedi qui te permettent de faire ton étanchéité en même temps que ton doublage. On est sur des panneaux là qui font 60 cm de large. Moi c'était du 120 mais j'ai pris ce que j'ai trouvé. On est à 40 € le panneau. Donc fois 8 panneaux, on est à 320 € de panneaux Vedi. Plus tu rajoutes derrière ton kit d'étanchéité pour ton sol, on est à 60 €. La cloison Sunswell, donc celle qui me fait ma séparation de douche avec la niche intégrée, niche plus cloison, on est à 900 €. Ensuite, si on rajoute la natte de désolidarisation et d'étanchéité, la Subliner N-Dry de chez Vedi, on est à 17 € du mètre carré. Il y a eu 2 mètres carrés, ça fait 34 €. Tu rajoutes à ça le ragréage que j'ai coulé avant, dans une toute petite pièce comme ça qui fait 4 mètres carrés, j'ai mis 8 sacs, ce qui est énorme parce qu'on a un faux dénivelé. On est à 25 € le sac, donc 200 € le tout. Colle à carrelage VPI, j'ai utilisé 2 sacs, on est entre 30 et 35 € le sac, donc ce qui équivaut à 70 € plus tes joints. Le support Geberit Duofix qui m'a permis de faire le système de robinetterie encastré assez facilement. On est à 330 € plus la robinetterie qui est à 500 €. Donc c'est la partie qui sort de ton mur. Le carrelage de sol, on est sur un format 90 par 90. On est à 49 € du mètre carré. Moi j'ai acheté 4 mètres carrés. J'ai prévu large parce que j'avais des découpes et j'ai fait faire en même temps mes plaintes dedans. Ensuite, on a la faïence florale qui est à 72 € du mètre carré. J'ai pris 6 paquets de 2, donc on est à 600 € au total sur tout le carrelage. Rajoute à ça les panneaux muraux, donc c'est tout ce qui concerne la douche. Donc on est sur une douche de 180 par 90 cm et on a recouvert quasiment la totalité sauf le passage de 60 cm. Donc c'est vraiment à prendre en compte. On est sur des panneaux qui sont sur mesure et polis de chaque côté. On est à peu près, donc tout dépend, toi la taille de ta douche, on est à peu près à 4000 € sur tous les panneaux muraux. Tu rajoutes en plus de ça ton receveur qui fait 180 par 90, on est à 1000 €. Ensuite, on a la colonne de douche Grohe, pareil, ça dépend du système. Celle-ci, on est aux alentours de 1000 €. Tu rajoutes après le sèche-serviette qui est aux alentours de 800 et quelques € à peu près. Mais là, c'est pareil, on est sur un pivotable, tu as différents modèles. Pour finir, tu as tout le reste qui va être… Alors là, vraiment, c'est quand on part sur une salle de bain qui est refaite de A à Z. Donc, sans mur, sans rien. Si tu prends après tous les rails, la plaque de plâtre, les enduits, la peinture, la porte, l'isolation, prévois une enveloppe même de 1000 € si tu veux être sûr, sachant qu'on est sur une salle de bain qui fait 2,40 m de long par 1,80 m de large. Donc ce qui nous ramène au total au fameux budget salle de bain qui là est compris à 15 000 € à peu près. Là c'est par rapport à cette taille de salle de bain, la configuration que j'en ai eue et surtout les produits qu'on a utilisés. Donc là on est sur 15 000 € la salle de bain, mais sur une salle de bain de très haute qualité. Avec tous les produits qu'on a mis, on mise sur la durée. On ne mise pas sur une salle de bain qu'on changera dans 3 ou 4 ans. C'est pareil, on est parti sur des choses qui dans le temps vont durer. On est parti sur des goûts, on va dire plutôt spécifiques, mais qui peuvent quand même plaire à tout le monde. Je le vois d'ailleurs via les retours que vous nous avez fait en commentaire sur la douche ou même le carrelage floral. Ces choses-là, j'ai eu vraiment des super bons retours. Donc ça, en lisant vos commentaires, on se rend compte qu'effectivement, on ne s'est pas trompé et ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, on a fini maintenant sur le budget salle de bain. Comme je t'avais dit, c'était important de te le dire. Et maintenant, tu sais à peu près sur quoi te lancer. On est pareil sur une configuration là de meubles spécifique qui est à nous, qui est à notre goût par rapport à la taille des murs qu'on a. On a pris des éléments différents. Chez Ambiance Bain, tu choisis élément par élément. Donc tu peux prendre un meuble plus petit,
ne pas forcément prendre cette colonne-là, mais en prendre une autre, et tu arriveras à des prix différents. Mais après, pour ça, je t'invite à faire un devis. Tu as par exemple Obad, qui est une enseigne nationale, qui est revendeur ambiance bain. Donc si toi, la gamme t'a plu autant sur la douche que sur les meubles, rien ne t'empêche d'aller chez Obad ou même d'aller sur leur site internet et tu pourras y retrouver les prix des différents éléments des meubles ou leur demander un devis. Donc voilà, pour nous, ça a été une super expérience de faire cette salle de bain. J'ai travaillé des produits que je n'utilise pas forcément tout le temps et je suis content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que je vous aurai quand même appris beaucoup de choses par rapport à ça. Encore une fois, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, même par rapport à cette vidéo ou autre, vous me les posez en commentaire, j'y réponds tout le temps. Vous le savez, vous le verrez, vous pourrez aller regarder. Toute question a une réponse. Donc sur ce, n'hésitez pas. Si le projet t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas non plus à t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Et surtout t'abonner, pourquoi? Parce que la maison est loin d'être finie. On a peut-être fait même pas 50% de la maison. Donc tu auras encore beaucoup de choses à voir. Tu vas voir les pièces évoluer, tu vas voir toutes les astuces que je peux te donner au quotidien. Et ça, c'est toujours fait avec plaisir. Si tu veux voir aussi toutes mes astuces journalières, on va dire, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram, Alex Batihomme ou pour chérie Batihomme Family et tu retrouveras notre quotidien, moi en tant qu'artisan et le quotidien de chérie en tant que maman, travailleuse du week-end avec moi sur les projets de la maison. Donc, maintenant, c'est pas tout, mais il reste encore un truc à faire. Faut bien l'essayer la douche. Hein. Bon allez, c'est parti, je vais prendre ma douche. Ah papa, c'est la salle de bain, tu vires. C'est nous qui allons nous déchirer. Au revoir. Ah les enfants, bon, bah moi je vais aller me doucher dans ma super salle de bain. À dimanche prochain les bros.